La semaine dernière, juste avant mon départ pour Paris, Frédéric de la Renardière est rentré de Budapest avec le général de Rignac et l'avion, sans Vladimir, mais avec Suzy, la femme de Vladimir, et leur fille qui rentrait au collège après les vacances de la Toussaint. Il faisait très beau, on était samedi, et nous sommes allés déjeuner dans un gros village dont j'ai assez peu parlé jusqu'ici, et qui s'appelle Pareignac, un village où pourtant je vais souvent boire un verre avec le chien parce qu'il présente plusieurs particularités par rapport à Campagnole. La première déjà, c'est qu'il y a 3 ou 4 cafés, et comme souvent dans les villages ou les gros bourgs, si la vie sociale ne peut pas se diviser au moins entre 2 cafés, elle n'est pas aussi équilibrée que lorsqu'il y a une variété de lieux comme ça où on peut penser différemment de son voisin. Or, à Campagnole, depuis 30 ans, le deuxième café a disparu, ce qui veut dire qu'on ne dit plus les mêmes choses au comptoir qu'avant, parce que forcément, on fait un peu attention, on ne peut plus compter sur une approbation permanente. Il y a toujours quelqu'un du genre l'abonné au monde qui traîne et qui dit écoute, ça m'étonne de toi que tu dises ça, ou il y a encore pire. Je t'ai connu quand tu travaillais aux usines Lamertin, et ben tu tenais un langage bien différent. Donc en gros, au café unique de Campagnole, on se surveille, et à part les grosses soirées de beuverie pendant l'été, notamment quand les gens pissent partout dans les bacs à fleurs municipaux, etc., on ne se lâche plus sur un tel ou sur un tel, surtout pas en politique locale, parce que les ragots circulent à toute vitesse et qu'on risque son permis de construire ou l'emploi de sa fille à la mairie de Villeneuve. Donc il faut faire attention. Je me souviens très bien, à l'époque où il y avait encore 2 cafés à Campagnole, il y avait le gauchiste et l'autre. Il y en avait un où les jeunes venaient faire un flipper entre 2 pastis, qui était plutôt le gauchiste, et l'autre qui était plutôt RPR. Depuis, les flippers, ça n'existe même plus. Les pastis ont cédé la place aux bières à répétition, ce qui me rappelle une conversation entre 2 vieux de l'époque, dont l'un disait « Il me semble que notre temps, on ne buvait pas autant que ça ». Et l'autre a répondu « C'est surtout qu'on n'avait pas les sous ». Je me souviens l'un d'entre eux qui avait été ouvrier agricole toute sa vie, et donc vous imaginez le regard fatigué, les épaules basses, le dos cassé. Il m'avait dit, tu vois, ce qu'ils font pour les vieux là depuis Mitterrand, c'est quand même bien parce que j'ai vécu toute ma vie en pensant même pas que j'aurais une retraite. Et là, j'avoue que je vois la vie autrement parce que je sais que je vais manger demain. C'était il y a 30 ans. Alors, ça n'a pas empêché le pauvre gars de se suicider, enfin se suicider prétendument, mais je préfère ne pas en parler. Évidemment, quand j'ai dit ça, les habitués du Novax Bar m'ont dit au contraire, on veut savoir. Moi, je sais ce qu'il va dire, a dit Gustave. Raison de plus. Bon, j'ai dit, attendez, c'est une incidente. Hein. Mon sujet du jour, c'est la vie sociale à Pareignac. On en parlera après. Le vieux dont je parle là, qui s'est suicidé, qui s'appelait Gaston, se serait tiré une chevrotine dans le cou en appuyant sur la gâchette avec son gros orteil dans son lit, mais sa mort a rangé trop certains pour que ce soit vrai. Il était en but à des querelles de voisinage incessantes. Dans sa famille aussi, il y avait notamment un Marco qui était le concubin de sa nièce qui lui en voulait parce qu'il savait qu'il avait engrossé, non pas la nièce, mais la fille de la nièce qui avait 13 ans. Donc j'ai reçu 4 jours après l'enterrement un curieux coup de téléphone d'un vieux diplomate à la retraite qui possédait plusieurs maisons au village et surtout les terres louées par le berger Gaston. Et l'ancien ambassadeur en question me dit « J'ai un truc à vous faire écouter, tenez-vous bien ». Et là, il me passe une bande de son répondeur. À l'époque, c'était la grande mode. On avait des répondeurs téléphoniques avec 2 petites cassettes minuscules. L'une qui envoyait le message qui disait « Je suis pas là » et l'autre qui enregistrait le message que voulait laisser le correspondant. Puis il y avait une 3e fonction. On pouvait appuyer sur le bouton enregistreur quand on voulait garder un passage de la conversation qu'on était en train de tenir. C'est ce qu'il avait fait, le vieux, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Figurez-vous que le Marco disait « Monsieur l'ambassadeur, il y en a qui disent que c'est moi qui ai tué Gaston, mais c'est pas moi. » Ah bon, disait le vieux monsieur à l'accent pointu, là, mais ici c'est pas toi, c'est bien quelqu'un d'autre. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais si, tu l'as dit. Ah oui, putain, arrêtez de m'embrouiller, ne vous y mettez pas vous aussi, que je vais vraiment péter un plomb. Alors là, tout ça n'aurait aucun intérêt si l'ambassadeur n'était pas mort 3 mois après.
Et si, lors d'une conversation avec les gendarmes, je n'avais pas fait allusion à cette bande magnétique un peu curieuse, un peu bizarre, eh bien, ils sont revenus, les gendarmes, 3 fois chez moi pour en avoir la copie, que je ne leur ai pas donnée, en prétendant l'avoir perdue, mais il s'est passé 2 choses. La première, c'est que les gendarmes n'ont jamais interrogé le fameux Marco. La deuxième, c'est que le Marco en question, qui était un type méprisant, odieux, qui saluait personne, a commencé à me dire bonjour dans la rue à chaque fois qu'il me croisait. Il avait peur que tu parles, exactement. Il aurait pu aussi essayer de te tuer à ton tour pour t'en empêcher. Par exemple, sous le régime français actuel, là, c'est la méthode. On ne propose plus des avancements et des nominations. On envoie carrément les barbouzes pour te tuer. De toute façon, a dit Gustave, je vous signale que le Marco en question est en EHPAD depuis un bon moment. Non, il est mort l'année dernière. Ah bon, oui, alors d'accord, il est plus en état de toute façon d'envoyer des barbouzes. J'en connais un, a dit Maud, qui va pas tarder à suivre le même chemin. Tu as encore la bande ? Oui, le pire c'est que oui, j'ai la bande, mais c'est un crime qui n'intéresse personne. C'est un cold case, a dit Gustave, qui a continué à plaisanter sur l'accent local appliqué à l'anglais, notamment quand il a cité une phrase qui était son morceau favori. Il dit « Tu vois pas qu'ils vont essayer d'organiser une rave sur le course bigu ?» Alors, mine de rien, grâce à cette dérision que lui inspiraient les gens de Campagnol aux prises avec l'anglais, nous sommes revenus à la comparaison que j'avais esquissée entre Campagnol et le village de Pareignac. Oui, parce que la pratique de l'anglais à Campagnol et le rapport avec Internet, avec la modernité, en général, tout ça n'avait rien à voir avec ce qu'on observait à Pareignac. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'à Pareignac, c'est une vie sociale qui est restée vivante. Ben déjà, a dit Gustave, ça vote à gauche, hein. Ça aime le spectacle vivant, comme on dit. Oui, c'est bien ce que je veux dire. Tu veux dire quoi ? Que tu préfères les branleurs qui prennent des subventions pour monter un truc à 3 représentations dans un ancien couvent, c'est ça ? Non. Je dis qu'à Campagnol, quand tu entends 3 dames de plus de 70 ans au café, ça parle des attaques de fouine sur les poulaillers. Mais à Pareignac, si tu vas dans un café, c'est pareil, tu as 3 mémés, mettons, avec une robe à fleurs, mais tu entends 2 d'entre elles qui disent à la 3e, alors c'était comment le Pérou ? Oui, parce qu'à Pareignac, c'est un autre genre, qu'ici, les gens voyagent, ils s'informent, ils ont la fibre à 90%, alors qu'à Campagnol, c'est même pas 30%. À Pareignac, a dit Christiane, c'est surtout qu'ils ont du fric depuis 5 ou 6 générations. Ici aussi, qu'est-ce que tu crois ? Peut-être, mais c'est pas le même fric. Ah bon ? Oui, parce que ici, ils achètent des Ford géantes avec une benne, des Duster marrons métallisés, des Range Rover, des Toyota pour la chasse, avec des caisses en alu pour les chiens. Ça coûte au moins 40 briques, ces espèces de chars d'assaut. Et tu sais avec quoi ils les achètent ? Avec le prix des terres qu'ils ont vendues, avec leur héritage. Ou alors ils font couper des bois entiers ou ils cèdent des maisons branlantes quelque part. On ne dit pas assez ça, mais une partie des agriculteurs n'arrivent à survivre, et parfois à frimer, que parce qu'ils se défont peu à peu de leur héritage. Et ceux qui ont de l'argent en plus achètent des grandes voitures à pare-buffle comme ça, avec projecteur à iode. À Campagnol, certains dimanches, on se croirait en Ukraine. C'est bourré de miliciens en tenue. Mais quoi, m'a dit Gustave, tu préfères les communes qu'une association culturelle ? Je dis qu'à Campagnol, ils vendent leur capital pour faire illusion une dernière fois avant de mourir et que leurs petits-fils n'auront plus rien, alors qu'à Pareignac, d'abord, personne n'achète des 4x4. Ensuite, le maire est un ancien architecte de 80 ans. Oui, homosexuel. Oui, d'ailleurs, très copain avec le général de Rignac, probablement pour cette raison. Mais très consensuel aussi. Les gens l'ont élu malgré ça. Tout le monde l'adore. Alors qu'ici, le maire est hétéro, mais personne ne l'aime. Mais peu importe. Ce qu'on disait, c'est qu'à Pareignac, on est dans la vie sociale un peu provençale, avec la moitié des gens qui sont en fait des week-endistes, qui roulent en Peugeot, qui viennent de Nîmes ou d'Avignon, et qui roulent pas en voiture de baroudeur, mais surtout, ils ne vendent pas leur capital pour vivre. Eux, ils vont en vacances au Pérou, ils vivent sur leur rente, ils visitent les musées, leurs enfants feront des études à Francfort ou à Londres, et ils réclament pas un poste à la voirie à Villeneuve. Et moi, tout ce que je vois, même s'ils sont gauches, c'est qu'on peut parler avec eux de tout. De tout, sauf de Brigitte, a dit Maud. Ça c'est vrai. Mais au moins, quand tu as lu les mêmes livres qu'eux, ça fait plaisir. Mais quand même, je suis sûr qu'à Pareignac, ils n'ont pas lu les tiens. Si, justement, tu fais bien d'en parler. Le plus surprenant, c'est ça, c'est que la médiathèque de Pareignac a 4 ou 5 de mes livres,
alors que celle de Campagnol ne les a plus. Mais tu m'as dit que tu leur en avais donné. Oui, mais attends, le pire, tu l'as pas entendu. J'avais donné mission au bibliothécaire de chez Emmaüs à Villeneuve de me mettre de côté systématiquement certains de mes anciens livres de poche, par exemple, et des titres épuisés. Donc le mec m'en trouve 2 ou 3, mettons, par trimestre. Et là, il me dit, attendez, j'ai eu un gros arrivage. Et il me dit, c'est la médiathèque de Campagnol qui m'envoie des caisses de livres dont il se débarrasse. Eh bien, le type ignorait que Campagnol, c'était mon village. Et là, je vois en effet arriver 7 ou 8 titres de moi que j'avais donnés à la médiathèque 10 ans auparavant. Et il me rejetait comme un indésirable. Et il va de soi que la médiathèque de Campagnol n'a jamais organisé la moindre rencontre avec des lecteurs, comme ça vient d'être le cas pour moi à Dijon, à Vézelay, que je remercie beaucoup pour leur accueil, très enthousiaste et très touchant. Et bizarrement, il a fallu que j'aille prendre des cafés à Pareignac pour être arrêté dans la rue par des lecteurs. Qui disait « Comment, mais c'est vous, Campagnol, ça me fait plaisir, je pensais que vous étiez plus du côté de Villefranche, de Rouergue, etc. » Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien pour dire qu'il existe une personnalité incroyablement marquée des villages, des communautés d'âmes, déjà à cause de la géographie, de la topologie, selon qu'ils sont ou non traversés par une grande route ou par une rivière, mais aussi à cause de leur histoire propre et dans la différence radicale, littéralement, entre Pareignac et Campagnol, l'origine majoritaire protestante ou catholique a été essentielle pour forger le caractère des habitants. Un gros village protestant avec un cimetière protestant, avec une propriété terrienne protestante, n'a pas du tout le même esprit qu'un village catholique. De toute façon, a dit la bonne au monde, les gens croient plus en Dieu, pour la plupart. Alors, quelle différence ça fait? Justement, au contraire, même après la perte de la foi, la différence psychologique subsiste entre les deux. Les protestants, ici, possédaient toutes les terres et passaient pour des nababs exploiteurs. Tiens, par exemple, l'ancien ambassadeur là, qui me téléphonait à propos de Gaston et de son prétendu suicide était un protestant qui possédait des kilomètres de terrain. Comme ma mère, a dit Louisette, la femme de l'abonné au Monde. Qu'est-ce que ça prouve, a dit son mari? Rien. Campagnol est plutôt de droite, à l'exception de la médiathèque et des 3 cégétistes retraités de la SNCF. C'est un patelin hyper agricole, très chasse, pêche, nature et tradition. Ici, on est de droite même quand on pense à gauche, mais Pareignac, ça, c'est de la gauche gnangnan mondialiste. C'est genre à organiser des festivals des musiques du monde. Je comprends pas, alors tu devrais pas supporter ça. Or, t'es tout le temps fourré là-bas en ce moment, a dit l'abonné au Monde. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, on trouve là-bas des gens qui ne sont pas sectaires ni méchants, des gens qui parlent à tout le monde, qui disent bonjour, qui ont des chiens de compagnie et pas des chiens de chasse, des gens qui ont des Peugeot et des Renault banals au lieu de Nissan ou de Toyota montés sur des pneus d'1 mètre, et des gens qui possèdent encore des terres agricoles, des grosses maisons qui n'ont rien bradé en fait. Et donc à Dimaude, toi tu dis que c'est quoi? C'est parce qu'ils ont été catholiques dans le passé? Exactement. Tu oublies la Révolution française, en fait tous ces descendants de catholiques, même devenus socialistes jospiniens, sont restés un peu bêtement universalistes. Ils parlent à tout le monde, ils lisent les essais dont on parle, dont les miens, ils se tiennent au courant, ils voyagent, ceux qui sont restés catholiques organisent des récitals d'orgue, ils adorent leur curé, même s'il est sri-lankais ou togolais. En fait, il n'y a plus que ça. Et la chrétienne a ajouté, dit plutôt qu'à Pareignac, l'essentiel, c'est les 2 maisons de retraite, 2 EHPAD qui font venir les familles de toute la région quand elles visitent leurs vieux. Eh bien, ces gens, tu les retrouves dans les restaurants du coin, ça fait vivre le village. J'ai dit, attends, c'est pas ça qui explique pourquoi à Pareignac, il y a des galeristes, des artisans, des sculpteurs. À la rigueur, ça peut expliquer la pompe à essence et le pharmacien, mais l'esprit du village est resté tourné vers la curiosité à l'égard d'autrui. Attends, a dit Gustave, ils sont quand même bien cons. Ils ont même une association qui s'appelle Pareignac vers la transition énergétique. Dès qu'il y a une conférence climatique, ils se ruent sur les inscriptions. Et pendant le Covid, ils ont été odieux. T'avais pratiquement des patrouilles de mémés qui montaient la garde pour le port du masque. Et je te parle pas des drapeaux ukrainiens partout. Enfin, si je t'en parle, parce que tu sais ce qui s'est passé.
Alors, le général de Rignac, qui vient de rentrer, voulait faire une conférence sur l'Ukraine, puisqu'il est tout le temps fourré à Budapest, qu'il a des nouvelles du front. C'était à l'invitation de son copain, le maire architecte de 80 ans. Eh bien, les villageois de Parignac ont refusé parce qu'il n'était pas question d'entendre un discours non autorisé sur la question ukrainienne. C'était courir le risque de passer pour un pro-russe. On en est là. Ça veut dire qu'un mec qui rentre du champ de bataille, un général en plus de profession, n'a pas le droit de dire ce qu'il a entendu et vu là-bas. Alors après, ça n'a rien d'étonnant qu'on ferme ses oreilles dès qu'il est question de Brigitte. Par exemple, à Campagnole, tout le monde en parle de Brigitte, et ben à Parignac, c'est un sujet tabou. Et alors, à ton avis, a demandé Gustave à Christiane, pour les municipales, comment on va tourner les deux catégories, là, les anciens protestants à gros 4x4 et les anciens catholiques qui ont une Clio et qui veulent pas qu'on parle de Brigitte. Eh ben, écoute, a dit Christiane, c'est pas très dur. Les gens de Campagnole qui n'ont aucune culture générale, en tout cas, qui n'ont pas non plus d'imagination pour s'en tirer s'il n'y a plus de subventions, vont devoir affronter des risques de violence si ça leur tombe pas tout cuit comme d'habitude. Et les autres, ceux de Parignac, auront toujours un recours quelconque et puis ils s'entraident, ils sont inventifs. D'ailleurs, a dit Gustave, ça serait le moment de demander à Léon son sentiment général sur les élections municipales de l'année prochaine. Et Léon a répondu, il y a un moment où il faut savoir reporter ce genre de choses parce que c'est une source de confusion et de désordre. Or, de la confusion et du désordre, croyez-moi, il y en aura plein à la tête de l'État l'année prochaine. Ah, nous y voilà, a dit l'abonné au Monde, toujours les prédictions selon lesquelles ça va mal se passer. J'ai pas dit que ça se passerait mal, j'ai dit que il se passerait quelque chose. Quoi? Des choses inédites et les élections municipales vont passer nettement au second plan jusqu'à être reportées probablement. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien, le pif. Et quel événement peut justifier ça? Eh bien, un coup de canon, je vous l'ai dit, qui va réveiller les hypnotisés que nous sommes tous plus ou moins. Les adeptes de la secte Macron sont déjà complètement à la dérive, ils marchent sans but, mais il reste à les tirer du somnambulisme, et là, il n'y a que le fait de claquer dans ses mains sous leur nez qui va les réveiller. Et curieusement, je suis assez d'accord avec l'analyse de notre hôte, là, un village qui a l'habitude d'adopter comme Parignac toutes les idées qui passent, qui a mis des drapeaux ukrainiens partout, qui emmerde tout le monde sur le réchauffement climatique, qui veut pas entendre parler de Brigitte, est capable de se retourner complètement d'un coup, alors que Campagnole est du genre à persister dans la méfiance à propos de tout ce qui bouge. Donc c'est pas ici qu'il faut compter sur une amende honorable du maire, par exemple. Il va pas avouer qu'il a vendu le pays à Veolia. Il va pas avouer qu'il sait pas comment faire pour garder ses subventions. Il va pas avouer qu'il a été incapable de gueuler contre les abattages de vaches et les traités agricoles. Alors résultat, tu vois comment les choses pour les municipales, si elles ont lieu, il y en a qui vont dégager, évidemment, parce qu'ils n'ont pas compris que les temps ont changé. Puis il y en a d'autres qui vont garder leur poste, comme à Parignac, parce qu'ils vont dire « Ok, on s'est trompé, on va changer de priorité ». En plus, tu ajoutes un truc, et je dis, il y en a des maires qui ont une retraite, un passé, qui ont eu un métier, et qui feraient ça sans être payés. Et à Parignac, c'est le cas, le type a fait fortune comme architecte d'abord. En plus, donc, il a une compétence très utile pour les travaux de la commune. Et puis l'autre, le maire de Campagnole, est un type qui ne sait strictement rien faire, à part ça, téléphoner, flatter le préfet, avoir des subventions, et qui ne se sert pas des compétences sur sa commune, mais qui les jalouse et qui préfère avoir recours à des intervenants extérieurs. Donc moi j'appelle ça un pauvre type. Je vais même te raconter une anecdote qui dit tout. On parlait récemment de la connerie des ordures ménagères en boîte à inox, là, et Clément m'a rappelé un truc. Tu sais que son fils a fait littéralement fortune à Paris dans le tri des ordures, des déchets industriels, etc. Et donc à un moment, il s'est agi ici de joindre une étude à un dossier de la commune, une étude signée par un pro du secteur d'activité en question. Et c'était le cas du fils de Clément, qui a proposé donc de fournir gratuitement une étude de 20-25 pages avec tous les tampons qu'il fallait.
Eh ben, surprise, le maire de Campagnol a acheté pour 20 000 € une étude bâclée quelque part à Montpellier, comme s'il fallait absolument attribuer les 20 000 à un cabinet fléché, et en tout cas faire sortir les 20 000 pour arroser quelqu'un, ou pour acheter une conclusion précise aussi qui était faite pour préconiser telle et telle solution, ou telle et telle autre entreprise dans le genre Veolia. Tandis que tu peux être sûr que le maire de Pareignac, lui, aurait choisi la gratuité, il aurait fait appel à des bénévoles. Léon a dit, la seule chose que je sens, moi, c'est que dans le domaine municipal, comme dans les autres, il va y avoir terriblement de l'innovation, de l'incitation à l'initiative, y compris dans le domaine de la sécurité. Ça veut dire que la sécurité, y compris musclée, viendra probablement des milices municipales formées de volontaires. Eh bien, c'est charmant, on n'aura pas le choix, a dit Léon. Parce qu'on va voir une grosse différence entre les maires comme celui de Campagnol qui gouverne avec 4 personnes, qui n'expliquent rien à leur population et que la population ne suit pas, et puis celui de Pareignac qui, lui, réunit tout le monde régulièrement dans une salle pour dire « Eh bien, écoutez, nous avons le choix entre ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, l'abonné au Monde a dit « Moi, il y a une chose que vous ne pouvez pas reprocher à notre maire, quand même, c'est d'être un caractériel malveillant qui fait exprès d'empoisonner la vie des gens. » Par cruauté. Il est un peu perso, j'en conviens, il travaille pour sa pomme, comme on dit, mais finalement, comparé à celui de Lourgnac, par exemple, c'est toi, m'a-t-il dit, qui m'a parlé du maire de Lourgnac. Oui, c'est moi, et je dis, mais là, on est devant un cas d'école. À Lourgnac, c'est un caractériel méchant, calculateur. C'est le genre de type qui voulait du pouvoir pour écraser les gens. Bah hélas, a dit Christiane, c'est pas si rare, hein. Au contraire, les gens qui veulent absolument monter à la mairie dans une commune, c'est pareil qu'en politique générale. Souvent, ce sont des gens qui estiment qu'on ne les traite pas à leur juste valeur depuis tout petit, enfin, à ce qu'ils croient être leur juste valeur. Et le maire de Lourgnac, déjà à 35 ans, est arrivé là parce que la mairesse a démissionné, il était premier adjoint. Et ce qui se passe, hélas, je connais le dossier, et je dis, parce que le monsieur me l'a transmis, c'est qu'il fait chier tout le monde, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, et notamment un pauvre type qui m'en a parlé, qui avait obtenu toutes les autorisations de la mairesse démissionnaire pour exploiter un petit terrain avec étang pour en faire une pisciculture, avec un mobil-home de 15 mètres carrés pour faire une habitation derrière. Je ne vais pas vous raconter le dossier, sauf pour vous dire que c'est incroyable, mais bon, tout était bon dans son dossier, l'accord des autorités du parc naturel, l'alimentation par panneaux solaires, l'accès en voiture, la gestion de l'eau. Les instances agricoles aussi n'avaient rien contre, simplement le maire ne peut pas supporter l'idée d'un type indépendant qui vit ou qui prétend vivre sans dépendre de personne et vendre sur les marchés ses légumes, ses poissons. Attention, qui est propriétaire de son terrain, en plus qui est très copain avec pas mal de fils d'agriculteurs du coin qui veulent faire pareil, c'est-à-dire ne rien attendre de l'État pour le quotidien, bénéficier d'une tradition familiale d'autarcie agricole, élever leurs bêtes, et tout. Donc, ce qui se passe, c'est que cette teigne de 35 ans, le nouveau maire, là, qui travaille sur fonds publics, évidemment, dans un cabinet d'études, c'est son métier, et qui est maire du pays, essaye de freiner par tous les moyens les initiatives individuelles, y compris en enfreignant la loi de temps en temps. Il passe et il repasse sur les communaux avec un 4x4 tout neuf. Oui, un Suzuki Jimmy, a dit Gustave, je le connais très bien. Alors ça, c'est vraiment la voiture des branleurs. Ça vaut 25 000, c'est grand comme la niche du chien, ça vibre, ça rouille tout de suite. C'est pas la question. Tu sais pourquoi il fouine partout? Moi, je le sais, a dit Christiane. Je te fiche mon billet qu'en plus, il est chasseur obsessionnel. Paf, gagné. Oui, tu t'aperçois, a dit Christiane, que ces types qui rôdent dans le pays pour espionner tout le monde, pour voir si tu as posé une clôture ou fait une serre ou un panneau solaire non déclaré, ce sont les mêmes que ceux qui rôdent pour espionner les habitudes du gibier pendant la fermeture. Ils rongent leurs freins comme ça pendant tout l'été, puis quand la chasse est ouverte, paf, ils savent exactement où ils gîtent des chevreuils et des sangliers. L'idée, c'est de contrôler tout ce qui bouge. Tout ce qui vit. Et quand tu vois les règlements qui tombent de l'Europe, c'est pareil, strictement pareil. Je te signale que c'est moi qui avais raison, hein. Le Sénat vient de dire que tuer les vaches par milliers parce qu'elles ont une maladie de peau qui se soigne très bien et qui est sans danger pour l'homme, c'est uniquement parce que l'Europe a décidé qu'elle devait disparaître. Il faut visiblement tuer l'autarcie comme chez ton type là avec sa pisciculture et ses panneaux solaires.
L'État, c'est l'équivalent du chasseur qui vient rôder en période de fermeture, qui étudie tes habitudes, tes points de passage, pour te flinguer dès l'ouverture. Et là, Gustave a dit, ça va lui faire drôle quand même à l'État, parce que quand le 4x4 de l'État va s'embourber au fond d'un chemin creux, ça va moins rigoler. Ça rappelle un peu l'hélicoptère des Ceausescu qui décolle pas à la fin. C'est pareil pour ton maire de Lourgnac, là. Déjà, il sera pas réélu. Ensuite, il risque de se faire casser la gueule aussitôt après. Il va voir qu'il va vendre sa maison. On va le retrouver au centre-ville de Béziers un jour ou l'autre. C'est la terreur de ces gens-là. A dit Christiane, ils ne peuvent pas supporter l'idée de l'affrontement direct. Ils ne peuvent pas supporter l'idée de la démocratie non plus. Ils disent que si tu es d'un avis différent, tu refuses l'évidence, mais l'évidence, c'est dans leur tête. Et ils veulent entrer dans la tienne de tête pour voir quelles sont tes habitudes, comme pour le gibier, pour te flinguer dès l'ouverture. C'est des mots, tout ça, dit l'abonné au monde. Non, 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 pas du tout. Tu vois Macron qui se promène en ce moment même avec le pire des médecins de plateau et qui dit en gros, on va leur faire la peau à tous ces gens qui ne sont pas de l'avis obligatoire. Cette semaine, a dit Christiane, c'est un véritable festival d'ailleurs. D'abord, tu as donc le crétin généraliste de Toulouse qu'on promène partout avec son accent et qui justifie la picouse obligatoire. Qu'est-ce que tu racontes? Le Parlement a voté contre. Je raconte que dans le texte repoussé, ils ont rétabli l'obligation de vaccination pour essayer de le faire voter par le Sénat. Ensuite, il y a pire. C'est que le crétin généraliste toulousain, là, le nouveau chouchou de Macron, dit que ça suffit et que l'appel à la prudence sur le vaccin, à propos du vaccin, est carrément terroriste. S'ils veulent du terrorisme, dit Gustave, on va leur en donner. Hein. Moi, je propose que s'ils obligent les vieux à la piqûre dans les EHPAD, on fasse des commandos pour piquer les parlementaires de force dans leur bagnole. Boum, tu les arrêtes au feu rouge comme ça, tu leur remontes la manche de force, tu leur dis « mais c'est pour votre bien, on a pitié de vous ». Vous étiez exposé à une très vilaine grippe. Alors on ne veut pas que votre devoir de législateur soit entravé, compromis par un arrêt maladie. On a trop besoin de vous. Déjà, comme chacun sait, vous avez été élu parfaitement dans les règles. Hein, c'est pour ça qu'on tient tant à vous. Il y en a qui disent que les procurations ont été inventées par milliers pour propulser au Parlement des crétines habillées Chanel qui votent tout ce qu'on leur présente. Mais quelle calomnie, n'est-ce pas? Oui, peut-être, bon, d'accord, quand un élu de Vendée a décidé d'aller vérifier au Conseil d'État si les procurations de sa commune étaient conformes au relevé qu'il a fait lui-même sur place, il en a trouvé la moitié complètement inventée. Comment ça, a dit l'abonné au Monde? En Charente, législative partielle 2023, sur 134 procurations manuscrites de dernière minute, 64 étaient inexistantes ou falsifiées. Comme l'élection s'est jouée à 24 voix d'écart et a mené à un recours victorieux du candidat qui s'appelait René Pilato de la NUPES, tu m'as compris. Des décrets de 2021, 11 mars et 22 décembre, et une circulaire du 31 décembre 2021, parce qu'il a regardé sur son téléphone, il lisait directement les textes, ont décentralisé les listes de procuration vers les mairies, rendant les vérifications plus complexes pour les élus locaux. Ce qui fait que les mairies font strictement ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, ça s'appelle du bourrage, tout simplement. Attends, a dit Gustave, mais c'est bien pire. Ils veulent libéraliser désormais la pratique de la procuration en la rendant immatérielle. Tu m'as compris, là encore. Sans se déplacer en commissariat gendarmerie, paf, un site internet, formulaire pré-rempli et vérifié soi-disant automatiquement par les services de police, les gendarmeries, les mairies, etc. Mais la mésaventure qui est arrivée en Vendée, à savoir l'élu qui est allé voir les 6 communes de sa communauté juste après le vote pour consigner les procurations sur un carnet, et puis qui est allé au Conseil d'État pour s'apercevoir que sur 143 procurations, 64 avaient été complètement inventées, mais enregistrées là-haut, et avaient permis d'élire qui on voulait parce que la victoire s'est décidée à 24 voix, à 24 sur 64, ils avaient vu large. Donc tout à l'avenant, le truc c'est qu'ils sont complètement aux abois et que le régime est en train de confesser sa vraie nature. Il ne s'agit plus du tout de demander aux gens leur avis,
mais de les prier fermement d'exprimer l'avis obligatoire, quitte à décréter que toute personne d'un avis contraire est un terroriste et met en péril la sécurité du territoire. C'est déjà le cas quand il est question des Russes. Tu vas voir, a dit Gustave, que notre ami, moi donc, va être inquiété parce qu'il est traduit là-bas, en Russie. Il est traduit à Moscou, mais pas distribué par la médiathèque de Campagnol. Cherchez l'anomalie. En tout cas, si on le met en garde à vue parce qu'il est traduit en russe, c'est un peu comme les gens qui étaient venus demander au roi Louis XVI justice dans une affaire privée ou professionnelle 2 ans avant la Révolution. Enfin, ce qu'on appelait une requête, eh ben la Révolution les a guillotinés parce qu'ils avaient été reçus en audience par le roi. J'invente rien. Je suis toujours d'avis, a dit Gustave, que Macron va jouer le rôle de bouc émissaire de l'Occident. Oui, oui, plus que jamais. Il va perdre les pédales et les choses sont bien parties, puisque Vladimir me disait ce matin au téléphone que ce fou de Zelensky a dit qu'il entrait dans un partenariat privilégié avec la France, pour l'aviation notamment. Les 2 armées de l'air seront liées de façon organique. Donc organiquement, le destin de l'armée de l'air française est scellé, si tout ça est vrai. Et celui du patron encore plus. L'idée va se répandre que le Macron est en train d'aller trop loin et que s'il lui arrive un truc, il aura que ce qu'il mérite. Après, quand le truc va arriver, personne ne sera plus étonné, en tout cas pas indigné. Quel truc ? Je commence à deviner. Ça sort du brouillard, a répondu Léon. D'abord, Trump va laisser Candace Owens s'occuper des mensonges sur la fameuse affaire Brigitte. C'est pour ça qu'ils vont se séparer. Quoi, le couple Macron ? Oui, oui, ça c'est des rumeurs persistantes en ce moment, mais j'y crois. Je vous ai dit que je la voyais, la menthe religieuse, avec des lunettes noires, dans une villa de luxe à Miami, disant « Laissez-moi tranquille, je suis malade », etc. Donc là, fin de l'enquête, pas de procès. On va la laisser tranquille, en effet. Et aussi, le pauvre type qui tape le carton à Amiens au café du coin et qui prétend être le frère. Mais ce que je pressens quand même maintenant, c'est que les choses vont se précipiter pour tous les méchants du côté américain. Ce qui s'est passé, c'est que les adversaires de Trump ont trouvé des lettres échangées entre l'horrible Epstein et son frère, où il lui dit « c'est bien simple, Trump, me mange dans la main ». Il va même un peu plus loin dans la lettre, l'expression est nettement plus imagée, mais ça veut dire « j'en fais ce que je veux ». Eh bien, réponse immédiate de l'intéressé, il a dit « j'ai donné des instructions pour que la procureure générale s'occupe sérieusement des liens entre les Clinton et l'île maudite ». Et à mon avis, ça va faire tomber l'affreux Bill Gates aussi, qui a fait le voyage je ne sais combien de fois, évidemment pas pour se taper des jeunesses, parce que des jeunesses, il pouvait s'en taper sans bouger de chez lui, mais pour assister à des expériences de clonage. Ce qu'il faut voir, a dit Léon, et là je suis sérieux, c'est que les salopards qui ont fait ça, qui ont trafiqué les cellules, sont les mêmes que ceux qui ont lancé le virus et imposé le vaccin, et trafiqué les statistiques à leur sujet. Et donc ils vont discréditer toute la chaîne. En tout cas, et je dis à Christiane, en guise de conclusion, l'attitude face au vaccin et face aux conséquences que les gens ont pu observer autour d'eux est incroyablement fédératrice. Je viens de faire plusieurs sorties, signatures à Paris, à Dijon, ça reste un signe de reconnaissance, le vaccin. Ceux qui ont flairé l'entourloupe dès le début, les suspendus, les persécutés, sont les premiers à venir m'écouter, à venir entendre la confirmation qu'ils ont fait le bon choix, et ils me disent systématiquement « On a vu le battage autour des signatures de Zemmour, c'est nettement pas la même chose ». Que vous, je veux dire, et on a l'impression qu'il est le seul à avoir le droit de débarquer partout sur les plateaux pour délivrer la seule vérité obligatoire. Qui est quoi ? Qui est que la France est un pays chrétien qui doit se battre pour garder la flamme, la liberté des femmes, etc. Sauf que, je dis ça sans arrêt depuis 40 ans dans tous les journaux, depuis le Figaro. Je suis sorti des écoles chrétiennes, je suis baptisé, j'ai été à Sciences Po en 76, qui était déjà gauchiste. Sciences Po, ce que je disais passait pour un discours odieux à droite, de dire j'ai fait les jésuites. On te soupçonnait d'antisémitisme pour moins que ça, si t'avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle et Chartres, n'en parlons pas. On ricanait sur les cravatés. À l'époque, les gens bien faisaient leur classe au lycée laïque. Moi, comme jeune romancier, on m'a fait le coup de la France moisie, de la France du repli catholique, parce que je parlais des aristos et des prêtres avec bonté. Dans mes livres, on m'a dit « regarde plutôt la France de demain ».
ces jeunes juifs et arabes qui fraternisent, qui communient grâce à SOS Racisme dans les valeurs de demain. Et puis là, tout d'un coup, depuis 2010 environ, tous ces gens qu'on a fait entrer pour donner une bonne leçon à la France, soi-disant moisie et repliée, à la France catholique, eh bien, ils communient plus du tout avec ceux qui les ont fait entrer. Fini le copinage qui date de Marrakech. Mais qui a essayé de nous fourguer cette illusion de la solidarité entre juifs et arabes pendant 40 ans et qui maintenant vient nous voir, nous les chrétiens moisis, en disant c'est dégueulasse, ils sont devenus antisémites, aidez-nous. Si tu rappelles tout ça, dit Gustave, c'est toi qui le deviens. Fais gaffe. Bon, en tout cas, les gens ont compris, ils lisent à l'endroit, et je dis, malgré les obstacles, ils voient dans le livre qu'il ne s'agit que de rappeler des choses qui relèvent de la vérité instinctive et du bon sens, comme celle que je viens de dire, et que j'en appelle au fort intérieur des gens, de chacun, pour savoir où est l'endroit et où est l'envers. À bientôt, merci.